Sofiane Mesiani, le défi du sens. Partie 1, la crise du sens. Sous-titre 4, triomphe du simulacre. Cette crise du sens se traduit par ailleurs par un désir impérieux de surréalité, de virtuel pour combler le vide ontologique. On habite ainsi un monde factice, simulé par les techniques modernes de communication pour compenser la mort de Dieu. Nos écrans ne représentent plus la réalité, ils la simulent. En d'autres termes, le monde à l'heure de la productivité n'est pas, comme chez Schopenhauer, la représentation des hommes, mais la simulation des machines qui façonnent dans l'esprit des consommateurs un monde factice, comme lieu de compensation nourrissant tous les fantasmes. Les nouvelles techniques de numérisation plongent ainsi les individus dans un univers virtuel, les frontières du réel n'ayant su résister à l'impérialisme du désir humain. L'invasion de la virtualité signe l'agonie du monde réel. Plus clairement, le nihilisme de la transparence marque le triomphe du simulacre et par conséquent la naissance de ce qu'on pourrait appeler la société bovarique, celle qui détient le pouvoir de se concevoir autre qu'elle n'est. À l'instar d'Emma Bovary, personnage célèbre de Flaubert, la société ne se contente pas de sa propre réalité. Elle transforme tout par les voies de l'imagination numérique. Ce bovarisme, ou cette moderne philosophie de l'illusion, pour reprendre l'expression de Georges Palante, tient au manque de caractère et d'originalité idéologique et spirituelle de la société, comme la plupart des personnages de Flaubert. Souffrant d'un déficit de personnalité, ils ont recours à des personnages d'emprunt, sous la pression du milieu social. Le triomphe du simulacre invente ainsi un nouveau monde, celui des apparences, dans lequel l'homme a perdu son essence, sa substance élémentaire, son innocence, sa transparence, pour laisser place à l'hypocrisie et à la duplicité. C'est un homme creux qui mène une existence dénaturée. La perte de sens a creusé en effet un écart vertigineux entre l'être et le paraître. L'artifice vient remplacer le naturel. Le non-social se substitue au social. C'est ce culte de l'apparence que Rousseau, à plusieurs endroits de son œuvre, pointe du doigt. En distinguant l'amour de soi et l'amour propre, Rousseau explique comment l'homme est passé de l'être à l'apparence. L'amour de soi est, selon le citoyen de Genève, un sentiment naturel porté sur l'être, tandis que l'amour-propre est un sentiment factice consistant à prêter davantage attention à l'image que l'on donne de soi, d'où son procès du théâtre dans sa lettre sur le spectacle. Une société où règne le pouvoir de l'image et des apparences contribue à fabriquer des êtres factices, n'aspirant qu'à être perçus, reconnus, même dans des situations risibles, impudiques, pourvu qu'ils deviennent célèbres, d'où l'émergence et la recrudescence des téléréalités. On assiste de ce fait à une véritable stratégie d'abrutissement des masses. Ce divorce entre l'être et le paraître marque la rupture entre la nature et la société, entre le bien et le mal, entre l'homme et Dieu. Ainsi, captif des apparences sous le triomphe du simulacre, l'individu est subjugué par les illusions et se laisse facilement séduire par une image altérée de la liberté et de la justice. La relation qu'entretient par ailleurs le pouvoir avec le symbolique et le spectaculaire est une parfaite illustration de ce triomphe. Bourdieu remarquait à ce propos que ce qu'il y a de plus terrible dans la communication, c'est l'inconscient de la communication. En effet, la communication est devenue une stratégie machiavélique, d'une efficacité indéniable, dont certains politiciens usent pour mettre en scène une posture, avec toutefois, précisons-le, une intention bien plus altérée, voire opposée
à celle de l'auteur du Prince. Certes, Machiavel posait comme principe politique, dans le chapitre 18 du Prince, la plasticité de l'apparence. Le prince, plus clairement, doit être en mesure de changer d'apparence et de posséder l'art et de simuler et de dissimuler. Car, conclut-il, les hommes sont si aveugles, si entraînés par le besoin du moment, qu'un trompeur trouve toujours quelqu'un qui se laisse tromper. Pour passer de personne privée au statut de prince, il faut donc savoir jouer de son image et agir à propos, et en bête et en homme. Cependant, la pensée de Machiavel doit être replacée dans son contexte, car ses idées politiques répondaient à des nécessités contingentes. Son pragmatisme politique, en réalité, avait pour ultime ambition de servir le peuple, non de le duper. C'est un théoricien de l'action. Consultez à ce propos les travaux de Claude Lefort et de Pierre Manant sur Machiavel. Dans notre démocratie représentative, il s'agit davantage d'une mise en scène, d'une théâtralisation, une représentation, que d'une substitution, c'est-à-dire représentativité du pouvoir. C'est par le pouvoir réel de l'image que l'on donne une image illusoire du pouvoir. Voilà à quoi ressemble cette démocratie des urnes, de l'isoloir. Il s'agit moins d'une démocratie représentative que d'une représentation de la démocratie. La différence est de taille. Ainsi, ce qui, dans l'actuel système politique, fait la force d'un représentant du pouvoir, ce n'est point les idées politiques qui l'animent, mais les conseillers en communication qui l'entourent. Notre relation au monde passe donc essentiellement par les médias, autrement dit, c'est principalement par la télévision que nous participons à l'activité de la cité. Le véhicule médiatique, vecteur principal de la représentation du pouvoir, n'a pas été, ceci dit, sans effet sur la nature des rapports qui lient le citoyen aux politiques. Une relation réduisant le premier à un pur spectateur et le second à un acteur, qui n'agit pas, qui joue. Ainsi, l'efficacité d'un parti dépend de sa capacité à user du simulacre. Autrement dit, bien maîtriser les signes pour mieux manipuler le peuple. Celui qui sait jouer saura duper. Il va donc sans dire que le spectacle politique est presque inséparable du développement des médias qui jouit d'un pouvoir considérable pour formater et modeler les consciences. Comme l'avait souligné McLuhan, ce qui importe, c'est moins le contenu du discours que le média lui-même, en ce sens qu'il peut modifier notre perception du monde et notre façon d'interagir avec lui. On trouve un équivalent de la critique des effets des médias sur la conscience collective dans La République de Platon, où apparaît un Socrate déterminé à expulser les poètes de la cité, l'équivalent des médias, car leurs histoires rhétoriques risquaient d'abuser l'esprit du peuple. À défaut d'idées et de projets politiques, le pouvoir s'établit par la puissance du simulacre. C'est en ce sens que Pascal distingue la force de la grimace, tout au long d'un aphorisme étalé dans ses pensées, en expliquant de façon éloquente que ce qui, par exemple, permet aux magistrats de duper le monde, ce n'est point l'amour de la justice, mais leur robe rouge, leur hermine dont ils s'émaillotent en chafourée. Car, précise-t-il, s'ils étaient animés par la force de la justice, ils n'auraient que faire de leur déguisement qui relève de la grimace. Celui qui, en effet, est doté d'une force intellectuelle, spirituelle, physique ou autre, n'a nullement besoin de l'habit, autrement dit, de faire la grimace, pour jouir d'un pouvoir sur la conscience individuelle ou collective. D'aucuns, en effet, ont besoin de se travestir pour exister, à défaut de force véritable. La crise spirituelle et idéologique a laissé un vide que le simulacre est venu combler, en offrant au monde l'illusion du fond. Le penseur français Jean-François Mattei voit par exemple, dans Le Pouvoir, un jeu de simulation sur les écrans, réduisant le citoyen, comme je l'évoquais, à un simple consommateur d'images politiques.
L'avènement du simulacre, selon lui, est une nouvelle forme plus frappante du nihilisme, la mort du monde. Il rejoint la conclusion sans appel du sociologue Baudrillard. Ouvrez les guillemets. Le nihilisme, de façon insolite, s'est entièrement réalisé, non plus dans la destruction, mais dans la simulation et la dissuasion. Fermez les guillemets. L'allégorie de la caverne relatée par Platon dans le livre 7 de la République est d'une parfaite éloquence pour illustrer l'état de notre société. Notre condition s'apparenterait à ces prisonniers de la caverne enchaînés par les jambes et les coups, qui prennent pour réalité les ombres apparaissant sur le mur écran projeté par un feu sur une hauteur, derrière eux. Un spectacle de marionnettes qui, autrement dit, leur fait croire que ces derniers bougent et parlent d'elles-mêmes. Aussi, faut-il faire tomber les masques pour renouer avec la vérité et la réalité du monde. Renouer avec le sens, c'est faire le choix de la transparence, d'un univers authentique, de l'humanité, en somme. C'est refuser la mauvaise foi du garçon de café, illustré par Sartre, qui tente à se dédoubler pour épouser dans les moindres gestes son rôle et s'ajuster à une essence factice. Le message de l'islam met d'ailleurs en garde les êtres humains contre l'artifice et la superficialité, selon un des plus notoires enseignements prophétiques indiquant qu'une action se mesure à l'intention qui l'anime. Car Dieu ne regarde ni vos corps, ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs. Relever ce défi, c'est en d'autres termes refuser de se laisser abuser par les signes et la grimace, en devenant un spectateur émancipé, pour reprendre la formule de Jacques Rancière. C'est se débarrasser de son déguisement social et politique et donner un autre sens à son rôle d'acteur en passant du jeu à l'action. Il s'agit en somme d'exister par la force idéologique et spirituelle plutôt que par la forme des apparences. En effet, donner du sens revient à animer, à donner de la vie à une entité. Car simuler, dupliquer, user du pouvoir du simulacre, c'est au contraire signer l'agonie d'une société. C'est très clairement la dépouiller de son âme.